C'était la seule chose que Poutine craignait de perdre, à tel point qu'il avait même trop peur de l'envoyer en Ukraine. Poutine l'a mise à l'abri. À plus de 1700 km à l'intérieur de la Russie, ce que Poutine a présenté comme l'une des pièces les plus impressionnantes de l'industrie russe, s'est terré sur une piste d'atterrissage. Mais l'Ukraine n'a pas voulu entendre parler des absurdités de Poutine. L'Ukraine a trouvé ce que Poutine cachait, et l'a détruit. Elle l'a anéanti, avec une violence extrême pour s'assurer que la Russie n'aurait aucune chance de l'utiliser. Les Su-57 russes sont hors service. Cela réfute le mensonge russe affirmant que ces derniers chasseurs seraient parmi les meilleurs au monde. Nous allons dans la région méconnue de Tcheliabinsk, en Russie. Située à environ 1700 km, soit un peu plus de 1050 miles des frontières de l'Ukraine, Tcheliabinsk est plus proche du Kazakhstan que de l'Ukraine. C'est là qu'un complexe industriel de défense alimente la machine de guerre de Poutine depuis des années. La distance a toujours avantagé la région. La production de chars et d'équipements lourds était possible car Poutine pensait que l'Ukraine ne pourrait jamais frapper Tcheliabinsk. La région abrite également l'aérodrome russe de Chargol. Et cette combinaison d'un aérodrome et de la distance faisait de Tcheliabinsk l'endroit idéal pour que Poutine cache l'un des équipements militaires les plus précieux de la Russie, le Su-57. Poutine pensait que le chasseur russe prétendument ultramoderne serait en sécurité à Chargol. Là-bas, les Su-57 russes étaient entretenus pendant que les pilotes s'entraînaient à leur utilisation. Ces pilotes ne s'entraînaient pas pour grand-chose, et pour plusieurs raisons. Le Su-57 n'est pas à la hauteur de ce que la Russie affirme, comme vous le verrez bientôt. Mais pour l'instant, cela importe peu. Pourquoi ? À plus de 1000 miles en Russie, les Su-57 brûlent après une frappe historique ukrainienne à longue portée. Des chasseurs cachés exposés. Poutine furieux. L'état-major général des forces et des armées ukrainiennes a fourni les détails de base dans un message télégramme du 1er mai. Oui, le 25 avril 2026, sur l'aérodrome de Chargal, dans la région de Tcheliabinsk, en Fédération de Russie, des soldats des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes ont frappé plusieurs chasseurs Su-57 et un chasseur bombardier Su-34, selon l'état-major général dans un communiqué. C'est si factuel qu'on dirait que l'Ukraine n'a pas mené l'une des frappes les plus marquantes de la guerre. On a présenté cela comme une journée normale pour l'Ukraine, ce qui effraiera Vladimir Poutine plus que tout. « Pas de quoi en faire tout un plat !» dit l'Ukraine. « Nous venons simplement de détruire vos avions de chasse les plus modernes avec une frappe supplémentaire en prime, et nous pouvons recommencer. » La Russie aurait peut-être tenté de prétendre qu'il ne s'était rien passé de tel, si ce n'était pas pour l'existence de photographies satellites. Les affirmations de l'Ukraine concernant une frappe à Chargol ne sont ni des mensonges ni de la propagande, elles sont bien réelles. La chaîne Telegram Exilanova Plus a été parmi les premières à montrer les dégâts causés par l'Ukraine dans une publication du 1er mai qui montre au moins un Su-57 et un Su-34 détruits sur le tarmac russe. Le bloc défense partage les mêmes images, appuyant les dires de l'Ukraine et montrant apparemment une attaque réussie contre l'aire de stationnement des avions de la base de Chargol. Tu ne t'en sortiras pas cette fois, Russie. L'Ukraine a découvert, attaqué et détruit ce que Poutine tentait désespérément de dissimuler. Comme si cela ne suffisait pas pour le dirigeant dictatorial de la Russie, la frappe de Tcheliabinsk n'est pas la première fois que l'Ukraine neutralise un Su-57 russe. Comme le note le Kiev Post, c'est la deuxième fois que l'Ukraine neutralise un avion de chasse russe dit de 5e génération. La première remonte à juin 2024, lorsque l'Ukraine a envoyé ses drones longue portée sur l'aérodrome d'Akhtubinsk, qui se trouve à environ 460 km, soit 286 miles des frontières ukrainiennes. Il semble que la frappe ukrainienne de 2024 ait été semi-réussie. Le magazine Military Watch confirme que la frappe a bien eu lieu, mais ajoute qu'on pense que le Su-57 russe endommagé a pu reprendre du service après des réparations. Néanmoins, le message était passé. L'Ukraine pouvait frapper le chasseur le plus moderne de la Russie, et nous sommes prêts à parier que ce n'est pas une coïncidence si les Su-57 que l'Ukraine a touchés en 2026 se trouvaient à une distance de l'Ukraine plus de 3,5 fois supérieure. On dirait que Poutine les a fait reculer pour éviter un nouvel événement comme la frappe d'Akhtubinsk. Ça n'a pas marché. Et si l'on en croit les images satellites de la carcasse calcinée d'un Su-57 à Chargal, l'Ukraine n'a pas répété l'erreur de 2024. Au moins, un des Su-57 russes a été brûlé au point d'être irréparable, et il pourrait y en avoir un autre, si l'état-major ukrainien dit vrai. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que l'Ukraine a détruit un Su-34 russe lors de la frappe de fin avril. Ce chasseur pourrait être encore plus crucial pour l'effort de guerre russe que le Su-57.
Alors que ce dernier reste caché sur tout aérodrome que Poutine pense hors de portée, le Su-34 a été un véritable rouleau compresseur pour la Russie dans sa campagne aérienne contre l'Ukraine. L'avion pénètre rarement sur le territoire ukrainien. La Russie a retenu la leçon, après avoir perdu environ 200 appareils au cours des premiers mois de la guerre, l'Ukraine ayant prouvé sa capacité à contrer l'aviation russe par ses défenses anti-aériennes. Ainsi, le Sukhoi 34 a été principalement relégué au lancement de bombes guidées UMPK et UMPB sur l'Ukraine, à des kilomètres derrière les lignes de front. Ces bombes sont larguées en si grand nombre qu'elles peuvent dévaster les villes et les défenses de l'Ukraine. Abattre un Sukhoi 34 signifie que l'Ukraine prive la Russie d'un vecteur supplémentaire pour ses bombes guidées. C'est déjà un exploit en soi, mais l'exploit bien plus impressionnant et bien plus dommageable pour Poutine, c'est la destruction d'au moins un Sukhoi 57. Il y a deux raisons à cela, ce que la Russie prétend que le Sukhoi 57 est, et ce qu'il est réellement. La première raison montre que la Russie a perdu l'un des meilleurs avions de chasse de son arsenal, et la seconde met en évidence comment l'Ukraine a révélé que cet avion est loin d'être ce que la Russie prétend. Commençons par ce que la Russie veut que vous pensiez du Sukhoi 57. La Russie présente le Sukhoi 57 comme son avion de combat le plus avancé. Difficile de le contester si l'on croit ses affirmations. Il est censé être un chasseur de 5e génération, que la Russie a achevé pour rivaliser avec des appareils comme le F-22 et le F-35 américain. Et la Russie affirme qu'il possède de nombreuses caractéristiques qui rendent à ces chasseurs furtifs si particuliers. Une forme à faible observabilité, des soutes internes réduisant la signature radar, et des systèmes avioniques surpassant ceux des chasseurs russes de 4e génération sont mis en avant. La United Aircraft Corporation de Russie est plus qu'heureuse d'entretenir la propagande, en soulignant que le Su-57 est capable de frapper des cibles aériennes, terrestres et maritimes à tout moment de la journée et par tous les temps. La société révèle que le premier lot de ces avions a été livré à l'armée russe en 2020 bien que le Sukhoi 57 ait effectué son vol inaugural 10 ans plus tôt. Ce retard indique-t-il que le chasseur russe de 5e génération a des problèmes? Nous le saurons bientôt. Au-delà de tout cela, Army Recognition note que le Sukhoi 57 peut être équipé de missiles R-77M guidés par radar actif et de missiles R-74M2 guidés par infrarouge, respectivement pour les engagements à longue et courte portée. Le Sukhoi 57 peut emporter des missiles tactiques, furtifs, anti-navires, ainsi que les bombes guidées utilisées par la Russie avec ses Sukhoi 34. Sur l'ensemble de ses points d'emport, le Sukhoi 57 peut transporter 10 000 kg, soit environ 22 000 livres de munitions. Et avec une vitesse maximale de Mach 2 et une vitesse de supercroisière de Mach 1,3, il est aussi rapide qu'il est lourdement armé. Imaginons que le Sukhoi 57 réponde à toutes les promesses de la Russie concernant ce chasseur. Si c'est le cas, alors l'Ukraine vient de détruire un avion qui représente ce que la Russie a de mieux à offrir du point de vue aérien. Avec un coût unitaire d'environ 100 à 120 millions de dollars, le Sukhoi 57 a un impact considérable sur le budget de guerre de la Russie, et l'Ukraine vient de réduire tout cela à néant, en un instant. L'Ukraine a également fait en sorte que le chasseur apparemment létal de la Russie, contre lequel l'Ukraine ne devrait pas disposer de beaucoup de moyens de défense, ne puisse jamais voler dans l'espace aérien ukrainien. Sauf que les Su-57 n'ont en réalité pas vraiment volé au-dessus de l'Ukraine. Vladimir Poutine a caché les avions de chasse russes les plus modernes très loin de l'Ukraine pour de bonnes raisons, que vous allez découvrir. Mais d'abord, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, afin de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Nous n'avons jamais vraiment caché que le Su-57 n'est pas aussi impressionnant qu'on le dit. Des signes montraient que le chasseur russe était déjà un fiasco, avant qu'au moins un appareil soit détruit par l'Ukraine en avril. L'Inde a été l'une des premières à alerter sur le Su-57. Elle a collaboré plusieurs années avec la Russie sur un projet de chasseur de 5e génération. Cet avion allait finalement devenir le Su-57, mais l'Inde s'était retirée de l'accord commun de 11 ans, bien avant que le chasseur russe n'entre en service en 2020. L'Inde a pris peur en 2018, et elle en avait fini avec le projet Su-57 dès le mois d'avril de cette année-là. Les 2 années avant ce retrait furent marquées par des tensions. Le Su-57 ne répondait pas aux attentes technologiques de l'Inde pour un chasseur de 5e génération. La Russie faisait traîner les choses en retardant les transferts de technologie et en chipotant sur les modalités de partage des coûts. Pour l'Inde, le projet Su-57 s'est avéré un échec, avec trop d'argent dépensé pour un avion qui n'offrirait pas la compétitivité d'un chasseur furtif face aux États-Unis qui avait été promise. Après avoir mené seul le projet, la Russie semblait sur le point de convaincre l'Inde de revenir. L'Inde devait acheter des Su-57 à la Russie maintenant que l'avion était opérationnel. En mars 2026,
ces plans étaient pratiquement tombés à l'eau, même si la Russie avait proposé toute une série d'avantages, dont un nouveau moteur et une variante non licenciée de l'appareil. L'Inde a refusé, affirmant que le Su-57 ne répondait pas encore aux critères d'un chasseur de 5e génération, et elle a préféré investir son argent dans son propre chasseur AMCA et dans les programmes de chasseurs de 6e génération Tempest ou SECAF. Poutine a encaissé 12 coups d'affilée. L'Inde avait renoncé à acheter le Su-57, et les 2 projets de 6e génération qu'elle vise sont menés par des pays considérés comme ennemis par la Russie. L'Italie, le Japon et le Royaume-Uni travaillent sur le Tempest. L'Allemagne, l'Espagne et la France gèrent le SCAF. La Russie vient de perdre un allié potentiel et une source de revenus, car le Su-57 n'est pas le chasseur qu'elle prétend. Depuis le retrait de l'Inde, on a découvert que les moteurs du Su-57 sont anciens et peu fiables, ce qui a poussé la Russie à proposer des moteurs plus récents à l'Inde. Comparé au 22 et au F-35, le Su-57 est loin d'être aussi furtif. Les radars ont une portée de détection de 6 à 10 fois supérieure pour le chasseur de 5e génération russe, rapporte l'Aviation Geek Club. La surface équivalente radar des principaux avions de chasse américains est également de 1000 à 10 000 fois plus petite que celle du Su-57. En réalité, le Su-57 est plus un chasseur de génération 4,5 qu'un véritable appareil de 5e génération. La Russie n'en a peut-être pas besoin puisqu'elle utilise déjà le Su-35 pour un rôle similaire. C'est sans doute pourquoi la Russie a construit peu de Su-57. Il y en a moins de 30 en service, rapporte la presse Euromaidan, et il y en a un de moins qui peut prendre les airs après ce que l'Ukraine a fait à Tcheliabinsk. Voici maintenant ce que tout cela signifie pour la Russie. Peu importe comment on le présente, le fait que l'Ukraine ait détruit un Su-57 est une humiliation pour Poutine. Si ce chasseur est tout ce que la Russie prétend, alors il a été pris au dépourvu par l'attaque de l'Ukraine. Cela ne devrait pas arriver. Le Su-57 est censé pouvoir affronter tout adversaire dans les airs. Au sol, la Russie devrait le protéger en permanence plutôt que de le garer à découvert, où il pourrait être frappé ou saboté. Bien que ce soit un chasseur de 5e génération, l'incompétence russe a été exposée à grande échelle, ce qui rendra Vladimir Poutine furieux. Vladimir Poutine est humilié, car il tente de cacher le Su-57 à l'Ukraine, sachant que ce chasseur ne peut remplir sa mission initiale. Un chasseur furtif est un atout. Lors de l'opération Epic Fury en Iran, les chasseurs furtifs américains ont traversé le réseau de défense aérienne iranien, incluant des systèmes russes. Poutine devrait utiliser la petite flotte russe de Su-57 pour anéantir des cibles ukrainiennes clés. L'Ukraine révèle que Poutine, embarrassé par les nouveaux avions russes, les cache à plus de 1600 km. Aucun de ces scénarios n'avantage Poutine. Un joyau de la couronne, aussi terni soit-il, a été perdu. La perte des Su-57 et d'autres avions de chasse est douloureuse, mais un problème bien plus grave touche actuellement la Russie. Ce qui va vraiment mettre en colère Poutine, c'est que personne ne sait exactement comment l'Ukraine a réussi à mener une frappe à plus de 1000 miles à l'intérieur de la Russie, avec une telle précision et un tel impact dévastateur. L'Ukraine n'a pas précisé comment cela a été fait. L'état-major général n'a pas mentionné les armes, suscitant de nombreuses spéculations. S'agissait-il d'un sabotage? C'est possible. L'Ukraine a déjà eu recours à des groupes de partisans pour s'infiltrer dans des bases aériennes russes et y détruire des avions de chasse. En fait, c'est même très récent, puisque cela s'est produit en décembre 2025 sur un aérodrome militaire à Lipetsk, dans le sud-ouest de la Russie. Des partisans pro-ukrainiens ont détruit 2 chasseurs Su-30 lors d'un incident que la Russie a tenté de minimiser en évoquant un incendie d'origine inconnue. L'attaque a impliqué la direction principale du renseignement ukrainien et demandé 2 semaines de préparation. Nous avons peut-être observé un phénomène similaire à Tcheliabinsk, ce qui impliquerait que le réseau d'agents ukrainiens s'est infiltré bien plus profondément en Russie qu'on ne l'aurait cru. Où Vladimir Poutine pourrait-il cacher ses Su-57 désormais? Peu importe où ils vont, l'Ukraine pourrait avoir des partisans sur le terrain qui observent et attendent simplement le moment parfait pour frapper. Si ce ne sont pas des saboteurs, des drones ou missiles, ont sans doute été utilisés lors de la frappe spectaculaire menée par l'Ukraine. Aucun ne paraît plausible à première vue. L'Ukraine a fait de grands progrès à la fois dans le domaine des missiles et des drones longue portée. Mais comme le souligne le Kyiv Post, elle ne possède ni l'un ni l'autre capable de pénétrer aussi profondément en Russie qu'il aurait fallu pour atteindre Tcheliabinsk. Cependant, l'Ukraine détient un atout potentiel. Ce n'est ni un drone, ni un missile, mais un hybride doté d'assez de puissance de feu pour détruire un Su-57 en un seul tir. Nous évoquons le Flamingo.
Alliant la technologie ukrainienne des drones longue portée et des missiles de croisière, il a la portée pour atteindre le Su-57 russe aisément. Il peut parcourir jusqu'à 3000 km, soit un peu plus de 1860 miles, et il avait déjà prouvé sa précision à des distances de 1400 km ou 869 miles dès le mois de mars. Avec ses 1000 kg de charge utile, soit 2200 livres, le Flamingo peut aussi détruire des structures de protection et créer des cratères sous toute cellule d'avion touchée. Il est intéressant de noter que cette puissance pourrait écarter l'hypothèse du Flamingo. Les images satellites partagées plus tôt ne montrent pas les cratères d'impact attendus si le Flamingo avait été utilisé. Nous ne disons pas que l'Ukraine n'a pas utilisé le Flamingo, mais l'Ukraine ne s'exprime pas, donc cela reste spéculatif. Cela dit, l'Ukraine a attribué son attaque à ses forces des systèmes sans pilote. Cela soulève encore plus de questions. Si la livraison d'explosifs par drone est impossible, comme le disent le Kiev Post et Exelenova Plus, qu'est-ce que cela implique ? L'Ukraine dispose-t-elle d'un nouveau type de drone longue portée qu'elle n'a pas encore révélé ? Les forces des systèmes sans pilote ont-ils coopéré avec des saboteurs au sol pour attaquer les chasseurs russes à l'aide de drones lancés depuis la Russie ? On ne saura peut-être jamais. C'est malin de l'Ukraine. Pourquoi dévoiler l'astuce si elle peut resservir plus tard ? Cela n'aura peut-être pas d'importance pour Poutine, mais comme avec l'humiliation du Su-57, le dirigeant russe fait face à un double problème. L'Ukraine a repoussé ses limites en frappant plus loin en Russie, et en éliminant des atouts militaires majeurs de Poutine. Si le Su-57 a été saboté, les renseignements russes ne font pas assez pour traquer les espions ukrainiens et leurs complices. Si c'est le Flamingo tombé du ciel, alors les défenses aériennes russes de cette base importante ne font pas leur travail ou étaient absentes. Dans tous les cas, Poutine doit maintenant examiner les décombres de quelque chose qu'il pensait caché, quelque chose d'irremplaçable en ce moment, à cause de son coût élevé, et quelque chose que Poutine croyait à l'abri des attaques ukrainiennes. Comme souvent en Ukraine, Poutine s'est trompé. Et que ce soit par sabotage, frappe à longue portée ou une autre méthode, l'Ukraine ne fera qu'aggraver tout cela pour la Russie. L'Ukraine a pénétré à plus de 1000 miles à l'intérieur du territoire. Plus rien n'est sûr en Russie désormais. Franchement, Poutine aurait dû comprendre le message bien plus tôt. La stratégie de frappe à longue portée de l'Ukraine contre la Russie s'est intensifiée tout au long de 2026 et elle a détruit bien plus que les chasseurs de 5e génération russes. Le pétrole a été une cible constante et l'Ukraine a déclenché un déluge de feu que la Russie ne peut pas éteindre. Le brasier a englouti des installations pétrolières majeures en Russie et la bouée de sauvetage économique de Poutine est détruite. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur la campagne de l'Ukraine contre le pétrole russe ces dernières semaines. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour obtenir plus d'analyses sur les attaques les plus récentes et les plus marquantes menées par l'Ukraine sur le territoire russe. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.